Il est 12h35. Ce 14 janvier 1944, le soldat Dimitri Petrov, assis, grelottant, dans la baraque froide du camp, n'en croit pas ses yeux. Devant lui, sur une simple assiette en métal, repose quelque chose qui ébranle tout ce en quoi il croit. 3 épaisses saucisses grillées fumantes, entourées de choucroute chaude, qui embaument encore le cumin et les baies de genièvre, accompagnées d'une épaisse tranche de pain noir, et même un petit morceau de beurre. Dimitri fixe la nourriture, comme s'il s'agissait d'un mirage. Dans sa tête résonnent les paroles des commissaires politiques soviétiques qui leur avaient été martelées avant leur capture. Les camps allemands sont des camps de la mort. Les prisonniers y meurent de faim. Les fascistes les traitent comme des animaux. Mais le voilà, avec plus de nourriture devant lui, qu'il n'en a vu en 3 mois sur le front de l'Est. Ses mains tremblent quand il saisit la fourchette. Pas de froid, de confusion, d'angoisse. Et si c'était empoisonné? Et si c'était un piège cruel? Il regarde les autres prisonniers soviétiques dans la baraque. Tous fixent leur assiette avec la même expression d'incrédulité. Personne ne mange. Alors, le sergent Pavel Sokolov se lève, un homme dur, venu de Stalingrad, et qui porte 3 balles allemandes dans son corps. La voix étranglée par l'émotion, il dit quelque chose que Dimitri n'oubliera jamais. « Je n'ai pas mangé un repas chaud depuis 7 mois. Pas depuis que nous avons quitté Stalingrad. Si c'est du poison, alors c'est la meilleure façon de mourir que je puisse imaginer. » Pavel prend sa fourchette et coupe un morceau de saucisse grillée. Le jus coule sur l'assiette, il le porte à sa bouche, ferme les yeux, et alors, en mastiquant, des larmes coulent sur ses joues. Pas de douleur, de plaisir, de chaleur, de quelque chose qu'il avait oublié. La normalité, un par un. Les prisonniers de guerre soviétiques commencent à manger, et un par un, ils éclatent en sanglots. Non pas parce que la nourriture est empoisonnée, mais parce que c'est la meilleure chose qu'ils aient mangée depuis des mois. Pour certains, des années. La propagande soviétique avait menti, du moins ici, du moins à cet instant. Ce que Dimitri et ses camarades ignorent, c'est qu'ils sont les témoins d'un phénomène. Largement répandu dans les camps de prisonniers de guerre allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, mais souvent négligé dans l'historiographie. Le respect strict de la Convention de Genève concernant l'alimentation des prisonniers de guerre, même dans des circonstances extrêmes. Le camp où Dimitri se trouve est le Stalag 4B près de Mühlberg sur l'Elbe, l'un des centaines de camps de prisonniers de guerre allemands qui ont existé pendant la guerre. Et bien que les conditions soient loin d'être parfaites, des milliers d'anciens prisonniers de guerre soviétiques ont documenté dans leurs journaux et interviews d'après-guerre un fait surprenant. La nourriture était meilleure que tout ce qu'ils avaient reçu dans l'armée rouge. Ce n'est pas une histoire qui vise à glorifier la Wehrmacht allemande. C'est une histoire sur une vérité documentée, sur le contraste entre la propagande et la réalité, sur des moments d'humanité. Dans une guerre inhumaine, plongeons plus profondément dans cette histoire oubliée. 08h15, le 15 janvier 1944, le 2e jour de Dimitri au camp. Il est appelé sur la place d'appel avec tous les nouveaux prisonniers soviétiques. Un lieutenant allemand, dont l'uniforme est impeccablement repassé, se tient devant eux. À ses côtés, un interprète, un Allemand de souche d'Ukraine. Le lieutenant parle lentement pour que l'interprète puisse suivre. Conformément à la Convention de Genève, vous avez droit à 3 repas par jour. Petit déjeuner à 07h, déjeuner à 12h30, dîner à 18h13. Les rations sont équivalentes à ce que les soldats allemands reçoivent dans les garnisons. Vous ne mourrez pas de faim, vous ne serez pas torturés, vous travaillerez, mais vous serez payés. Vous êtes des prisonniers de guerre, pas des esclaves. Alors que l'interprète traduit ces mots, un murmure nerveux se répand parmi les prisonniers soviétiques. Beaucoup rient, incrédules. Ce doit être un mensonge, une tromperie allemande. Mais ensuite,
Arrive le petit déjeuner du lendemain matin. Un café de remplacement chaud, fait de malt et d'orge, 2 épaisses tranches de pain noir avec de la margarine, un petit morceau de confiture de betterave à sucre, et pour de nombreux prisonniers soviétiques, qui ont vécu pendant des mois avec du pain congelé et de la soupe claire, c'est comme un festin. Dimitri écrira plus tard dans une lettre retrouvée dans les archives soviétiques après la guerre. « Je ne savais pas si je devais manger ou pleurer. Les Allemands nous donnaient plus de pain en une journée que nous n'en recevions en une semaine sur le front. J'ai cru que j'étais mort et que j'étais au paradis, mais je savais que le paradis ne serait pas gardé par des Allemands. » La réalité que Dimitri et des milliers d'autres prisonniers de guerre soviétiques ont vécu était en contradiction directe avec ce que la propagande soviétique leur avait raconté. Et cela a créé un conflit psychologique que beaucoup n'ont jamais pu résoudre de leur vivant. Mais pourquoi? Pourquoi les Allemands, du moins dans des camps comme le Stalag 4B, traitaient-ils les prisonniers soviétiques avec une certaine humanité qui contrastait fortement avec les atrocités commises sur le front de l'Est? La réponse réside dans une combinaison de traditions militaires, de nécessités pratiques et de décisions individuelles d'officiers allemands. 16h40, le 22 janvier 1944. Dimitri travaille dans un groupe de 20 prisonniers soviétiques chargés de déneiger les chemins du camp. Le travail est dur, mais pas inhumain. Toutes les 2 heures, il y a une pause de 15 minutes, et à midi, ils sont ramenés au camp pour le repas principal de la journée. Ce jour-là, c'est du ragoût, un ragoût épais, fumant, fait de pommes de terre, de betteraves, de choux et de petits morceaux de porc. L'odeur seule fait gargouiller l'estomac de Dimitri. De nouveau, il y a du pain noir, cette fois avec une fine tranche de lard. Dimitri s'assoit à côté du sergent Pavel et d'un nouveau prisonnier, un jeune homme du nom d'Alexei, qui vient d'arriver hier. Alexei fixe son assiette, avec la même expression d'incrédulité que Dimitri avait eue une semaine auparavant. Pavel le remarque et sourit amèrement. « Tu penses que c'est empoisonné, n'est-ce pas? Moi aussi, c'est ce que je pensais. Mais si c'est empoisonné, pourquoi se donnerait-il la peine de faire en sorte que ce soit si bon au goût ?» Alexei secoua la tête. Mais les commissaires politiques disaient que les camps allemands étaient des camps de la mort. Ils disaient que nous mourions de faim. Pavel prit une grande cuillère de ragoût et l'avala. Puis il regarda Alexei droit dans les yeux. Les commissaires politiques ont menti. Sur beaucoup de choses. Peut-être pas sur tout. Mais sur ça, oui, ils ont menti. Ces mots, aussi simples soient-ils, représentaient une reconnaissance radicale. Si la propagande soviétique avait menti sur la nourriture dans les camps allemands, sur quoi d'autre avait-elle menti? Pour Dimitri et beaucoup d'autres prisonniers de guerre soviétiques, commença à cet instant un processus douloureux de désillusion idéologique. Et ce processus était renforcé à chaque repas. Mais ce n'était pas seulement la quantité de nourriture qui choquait les prisonniers soviétiques, c'était aussi la qualité et surtout le fait que les cuisiniers des camps allemands s'efforçaient de préparer des plats traditionnels allemands, même dans des conditions de guerre. 11h25, 3 février 1944. C'était un jeudi glacial. Dimitri et son groupe de travail rentraient gelés de l'abattage du bois dans la forêt voisine. Leurs mains étaient engourdies, leurs pieds leur faisaient mal, mais lorsqu'ils franchirent les portes du camp, une odeur les frappa, les arrêtant tous, de la saucisse grillée. Encore, mais cette fois, pas seulement de la saucisse grillée. L'odeur de la viande rôtie se mélangeait à l'arôme acidulé de la choucroute, au parfum terreux des pommes de terre bouillies, et à quelque chose que Dimitri ne parvenait pas à identifier, du cumin, comme il l'apprit plus tard. Lorsqu'ils reçurent leurs assiettes, ils virent un plat qui aurait été normal pour des ouvriers et des soldats allemands. 3 saucisses grillées, rôties jusqu'à ce que la peau soit croustillante,
une grande montagne de choucroute, cuisinée avec du cumin, des baies de genièvre et une touche de saindoux. Des pommes de terre à l'eau et même un petit verre de bière allemande légère. Dimitri ne pouvait pas parler. Il s'assit simplement et mangea. Et pour la première fois depuis sa capture, il ne se sentit pas comme un prisonnier. Il se sentit comme un être humain à côté de lui. Pavel dit doucement: « Ma grand-mère était allemande, originaire de la région de la Volga. Elle nous préparait parfois ce genre de plat quand j'étais enfant. Je n'aurais jamais pensé que je remangerais ça, encore moins ici, encore moins par des gardes allemands. » Ce que Dimitri et Pavel ignoraient, c'est que derrière ces repas, il y avait une décision consciente du commandant du camp. Le lieutenant-colonel Friedrich von Kleist, un officier prussien de la vieille école, avait donné des instructions claires à son équipe de cuisine. Les prisonniers de guerre sont sous notre responsabilité. Nous respecterons la Convention de Genève. Non seulement à la lettre, mais dans l'esprit, ces hommes sont nos ennemis sur le champ de bataille, mais dans le camp, ils sont sous notre protection. L'attitude de von Kleist n'était pas universelle parmi les officiers allemands, surtout en ce qui concerne les prisonniers soviétiques, mais elle n'était pas non plus unique. Beaucoup d'officiers allemands, surtout ceux issus de familles militaires traditionnelles, et considérèrent le respect de la Convention de Genève comme une question d'honneur, et cet honneur se manifestait dans les repas. 19h30, 14 février 1944, la Saint-Valentin, un concept qui était étranger aux soldats soviétiques. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de spécial au dîner. Les cuisiniers allemands avaient préparé une sorte de célébration. Sur chaque table, dans le mess des prisonniers, il y avait un petit bol contenant quelque chose que la plupart des prisonniers soviétiques n'avaient jamais vu. De la compote de pommes, faite maison, parfumée à la cannelle, encore chaude. Il y avait aussi des galettes de pommes de terre, frites croustillantes, avec une cuillère de crème sûre, et pour chaque prisonnier, un petit morceau de pain d'épices que les cuisiniers du camp avaient cuit à partir de leur propre ration. Dimitri prit une bouchée de compote de pommes. La douceur explosa sur sa langue. La chaleur, la cannelle, le souvenir de quelque chose de familier, même si c'était étranger. Et puis, il fondit en larmes. Il n'était pas le seul. À presque chaque table, des prisonniers soviétiques pleuraient, pas de tristesse, de confusion, d'un sentiment qu'ils ne pouvaient pas nommer. Comment leurs ennemis pouvaient-ils leur montrer une telle gentillesse? Alexei, le jeune prisonnier arrivé il y a quelques semaines, demanda à haute voix: « Pourquoi font-ils ça? Pourquoi nous donnent-ils cette nourriture? Nous sommes leurs ennemis. Nous avons tué leurs camarades. » Un garde allemand plus âgé, qui parlait un peu russe, entendit la question. Il s'approcha et dit avec une prononciation maladroite: « Vous êtes des soldats. Nous sommes des soldats. Sur le champ de bataille, nous sommes des ennemis. Mais ici, vous êtes sous la Convention de Genève. C'est la différence entre les soldats et les barbares. » Ces mots, aussi simples et directs, résumaient une philosophie que beaucoup d'officiers allemands de la vieille école défendaient. La guerre avait des règles, et ces règles devaient être respectées, même si l'ennemi ne les respectait pas, mais c'était plus qu'une simple philosophie. C'était aussi du pragmatisme. 0650, 1er mars 1944. Dimitri faisait la queue pour le petit déjeuner. Comme chaque matin, il y avait du café de Malte, du pain noir avec de la margarine et parfois un peu de confiture ou de fromage blanc. Mais aujourd'hui, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Les gardes allemands, qui prenaient leur propre ration, recevaient presque la même chose. Bien sûr, leur pain était un peu plus blanc, leur margarine un peu plus épaisse, mais la différence n'était pas dramatique. Et cela fit réfléchir Dimitri. Plus tard, ce jour-là, pendant la pause déjeuner, il parla avec un Allemand de souche d'Ukraine nommé Hans, qui venait du Kazakhstan et parlait couramment russe. « Hans, demanda Dimitri prudemment,
Pourquoi les Allemands nous traitent-ils comme ça? Pourquoi nous donnent-ils de la bonne nourriture? Hans sourit amèrement. Tu crois qu'ils font ça par gentillesse? En partie, peut-être. Certains officiers sont décents. Mais principalement, c'est pratique. L'Allemagne a besoin de main-d'œuvre. Les prisonniers affamés ne peuvent pas travailler. Les prisonniers morts sont inutiles. Alors, ils vous nourrissent. Pas par amour, par nécessité. Dimitri hocha lentement la tête. Cela avait du sens. Mais cela n'expliquait pas tout. La nécessité expliquait pourquoi il recevait assez de nourriture pour survivre. Mais cela n'expliquait pas la saucisse grillée, pas la choucroute, pas le pain d'épices à la Saint-Valentin. Hans sembla lire les pensées de Dimitri. Mais, ajouta-t-il plus doucement, c'est plus que du pragmatisme. Certains de ces officiers, surtout les plus âgés, croient vraiment à l'honneur, à la décence. Ce sont des soldats, pas des monstres. Ils font ce qu'ils pensent être juste. Cette dualité entre pragmatisme et principe définit l'expérience de nombreux prisonniers de guerre soviétiques dans les camps allemands. Et elle créa une dissonance cognitive que beaucoup ne purent jamais résoudre. Comment le même pays qui commettait des atrocités sur le front de l'Est pouvait-il respecter la Convention de Genève dans ses camps? La réponse est complexe et dérangeante, car elle montre que la guerre ne permet pas de récit simple. 12h15, le 18 mars 1944. Dimitri travaille au camp depuis maintenant 2 mois. Sa santé s'est dramatiquement améliorée. Il a pris du poids. Ses blessures sont guéries, et pour la première fois depuis le début de la guerre, il se sent physiquement fort. Mais le fardeau psychologique est devenu plus lourd. Chaque repas est un rappel que la propagande soviétique a menti. Et si elle a menti à ce sujet, sur quoi d'autre a-t-elle menti? Ce jour-là, il y a quelque chose de spécial pour le déjeuner, une soupe au pois avec du lard fumé, épaisse, copieuse, parfumée à la marjolaine et au laurier, accompagnée de pain noir frais, encore chaud, sorti des fours du camp. Dimitri mange en silence, mais dans sa tête, une tempête fait rage. Il pense à ses camarades qui se battent encore sur le front de l'Est, qui survivent avec du pain congelé et de la soupe aqueuse, qui combattent les chars allemands en uniforme en lambeaux. Et ici, il est assis, au chaud, rassasié, en sécurité. La culpabilité le ronge. Est-il un traître parce qu'il apprécie ce repas? Est-il un lâche parce qu'il vit alors que ses camarades meurent? Pascal remarque l'expression de Dimitri. Tu penses trop, Dimitri. Mange. Sois reconnaissant d'être en vie. Ce n'est pas une trahison, c'est de la survie. Mais Dimitri secoue la tête. Comment pourrons-nous rentrer chez nous, Pascal? Que leur raconterons-nous? Que les Allemands nous ont bien traités? Ils vont nous fusiller. Ils diront que nous sommes des collaborateurs. Le visage de Pascal s'assombrit, car il sait que Dimitri a raison. En Union soviétique sous Staline, la captivité de guerre équivalait à la trahison. Peu importe les circonstances. Les rapatriés de captivité allemande n'étaient pas célébrés comme des survivants, mais traités comme des suspects. Beaucoup étaient envoyés directement au goulag. C'est le problème des politiciens, pas notre problème, dit finalement Pascal. Maintenant, notre problème est de survivre. Après, nous verrons bien cette conversation qui s'est déroulée dans des centaines de variations dans les camps de prisonniers de guerre allemands montre l'ironie tragique de la situation des prisonniers soviétiques en captivité allemande. Ils étaient mieux traités qu'ils ne s'y attendaient, mais ce traitement conduirait à leur condamnation s'ils rentraient chez eux. 8h30 le 5 avril 1944. C'est un matin de printemps frais. Dimitri se tient sur la place d'Appel. Lorsqu'un nouveau transport de prisonniers soviétiques arrive, une 50aine d'hommes, amaigris, en haillons, avec des yeux creux, frais du front de l'Est. Alors que les nouveaux entrent dans les baraquements du camp, Dimitri observe leur réaction. La même incrédulité, le même choc,
lorsqu'ils sont appelés pour la première fois au repas et qu'ils voient leurs assiettes remplies de soupe de pommes de terre, de pain noir et même d'un petit morceau de saucisse? Et beaucoup éclatent en larmes. Dimitri se reconnaît en eux. Il y a 2 mois, il était pareil. Il s'approche de l'un des nouveaux prisonniers, un jeune homme qui ne doit pas avoir plus de 20 ans. Le jeune homme fixe son assiette et pleure doucement. Dimitri pose une main sur son épaule. « C'est vrai, dit-il doucement, ce n'est pas une ruse. Ils nous donnent à manger 3 fois par jour. Tu ne mourras pas de faim. » Le jeune homme le regarde avec des yeux pleins de peur. Mais les commissaires politiques disaient « Je sais ce qu'ils disaient », l'interrompt Dimitri. « Ils ont menti. Mange, deviens fort. Survie, c'est tout ce qui compte. » À cet instant, Dimitri réalise qu'il a changé. Il n'est plus le prisonnier effrayé et confus qui est arrivé il y a 2 mois. Il a appris à naviguer dans cette étrange nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle ses ennemis le traitent mieux que ses propres chefs. Et cette réalisation est à la fois libératrice et terrifiante. 13h45, le 20 avril 1944, l'anniversaire d'Hitler. Des célébrations ont lieu dans tout le Reich, mais au camp, c'est un jour normal, travail normal, repas normal. Les gardes allemands ont peut-être eu un peu de schnapps en plus, mais les prisonniers n'ont remarqué aucune différence. Pour le déjeuner, il y a un ragoût de bœuf avec des pommes de terre et des carottes, riche, savoureux, assaisonné de marjolaine et de thym. Dimitri mange lentement, savourant chaque bouchée. À côté de lui est assis un nouveau prisonnier, un homme nommé Yves, arrivé il y a 1 semaine. Yves n'a pas encore terminé le processus d'adaptation. Il mange avec méfiance, comme s'il s'attendait à goûter du poison à chaque instant. Dimitri l'observe, se souvenant de ses propres premiers jours. « Yves, dit-il doucement, tu dois lâcher prise. Ils ne vont pas t'empoisonner. S'ils voulaient nous tuer, ils l'auraient fait depuis longtemps. » Yves secoue la tête. « Je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi nous traitent-ils ainsi? Nous sommes des sous-hommes pour eux, n'est-ce pas? » C'est ce que dit leur propagande. Dimitri hausse les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être que tous les Allemands ne croient pas à leur propre propagande. Peut-être que certains d'entre eux sont simplement des gens décents qui respectent les règles. Ou peut-être qu'ils ont besoin de nous pour travailler. Je ne sais pas. Mais je sais que je suis ici depuis 2 mois et qu'ils ne m'ont pas battu, pas affamé, pas torturé. » Yves le regarde longuement. Et puis, il dit quelque chose que Dimitri n'oubliera jamais. « J'ai plus peur de rentrer chez moi que de rester ici. Qu'est-ce que cela dit de notre pays ?» Cette question plane lourdement dans l'air, et Dimitri n'a pas de réponse. 17h25, le 8 mai 1944. Le printemps est arrivé complètement. Les arbres autour du camp sont en fleurs, l'air est chaud, et le travail à l'extérieur devient plus agréable. Dimitri travaille dans une équipe qui aménage un potager pour le camp. Les Allemands ont décidé que les légumes frais amélioreraient la santé des prisonniers. Ainsi, des pommes de terre, du chou, des navets et des carottes sont plantés. Le sous-officier allemand qui supervise le travail, un homme âgé nommé Morel, parle un peu russe. Il s'était battu en Russie comme jeune homme pendant la Première Guerre mondiale. Morel se promène entre les rangées, donnant des instructions. Mais il n'est pas cruel. Il ne crie pas. Il ne frappe pas. Il traite les prisonniers comme des travailleurs, pas comme des esclaves. Pendant une pause, Morel offre même une cigarette à Dimitri. Dimitri la prend avec gratitude. Ils fument en silence. Puis, Morel dit brusquement en russe approximatif « La guerre est de la folie. Mon fils est en Russie. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Peut-être est-il prisonnier maintenant. J'espère que quelqu'un le traite comme je vous traite. » Ces mots frappent Dimitri comme un coup, car ils humanisent l'ennemi. Müller n'était pas un oppresseur fasciste sans visage. Il était un père qui se souciait de son fils. Un homme qui montrait de l'humanité. Dans l'espoir qu'elle lui soit rendue, Dimitri acquiesça lentement. «
J'espère aussi que votre fils est bien traité, dit-il doucement. Et à cet instant précis, dans un camp de prisonniers de guerre au cœur de l'Allemagne, deux ennemis trouvèrent un moment d'humanité commune, 12h20, le 15 juin 1944. Les Alliés avaient débarqué en Normandie 9 jours plus tôt. La nouvelle avait atteint le camp. Parmi les prisonniers, les réactions étaient mitigées. De l'espoir. Que la guerre se termine bientôt. La peur de ce qui allait suivre. Mais la vie au camp continuait. Travail, repas, sommeil, attente. Au déjeuner ce jour-là, il y avait à nouveau de la saucisse grillée avec de la choucroute. C'était peut-être la 10e fois que Dimitri mangeait ce plat, et chaque fois, il était aussi reconnaissant que la première fois. Il mangeait à côté de Pavel, qui était devenu son ami le plus proche. Il parlait de l'avenir, du débarquement en Normandie, de ce qui allait arriver. « Tu crois qu'on va survivre ?» demanda Dimitri. Pavel acquiesça. « Ici, oui, on va survivre ici. La question, c'est si on va survivre chez nous. » Cette sombre réalité assombrissait toute joie, car les prisonniers de guerre soviétiques savaient que leur propre gouvernement les considérait comme des traîtres. Staline avait émis l'ordre numéro 270. La captivité était une désertion. Le retour signifiait le goulag ou l'exécution, mais que pouvaient-ils faire? Ils ne pouvaient que survivre et espérer. 19h10, le 4 juillet 1944. Une chaude soirée d'été, après le dîner, composée de charcuterie froide, de pain noir et de salade de pommes de terre. Dimitri et un groupe de prisonniers soviétiques étaient assis dehors, devant leur baraquement. Un nouveau prisonnier, un homme nommé Victor, qui était arrivé seulement la veille, posa la question que tous les nouveaux prisonniers posaient. Comment est-ce possible? Comment peuvent-ils si bien nous traiter? J'ai combattu sur le front. J'ai vu ce qu'ils font. Villages brûlés, civils abattus. Et ici, ils nous donnent 3 repas par jour et nous traitent selon la Convention de Genève. Comment ça se fait? Pavel, le plus âgé et le plus expérimenté, répondit « Ça ne colle pas. C'est ça le problème. La guerre n'a aucun sens. Sur le front, il n'y a pas de règles. Là-bas, c'est la survie, tuer ou être tué. Mais ici, dans ce camp, il y a des règles. La Convention de Genève, l'honneur militaire. Les anciens officiers s'y tiennent. Pas tous, mais certains. Et nous avons la chance d'être dans un tel camp. » Victor secoua la tête. « Mais ce n'est pas juste. Nos gars sur le front meurent de faim. Et nous, on est assis ici à manger des saucisses grillées. » Dimitri intervint. « La vie n'est pas juste. La guerre n'est pas juste. Nous n'avons pas demandé à être capturés. Nous n'avons pas demandé à être bien traités. Mais nous sommes ici et nous survivons. C'est tout. » Cette acceptation pragmatique était la seule façon dont de nombreux prisonniers soviétiques géraient la dissonance cognitive. Ils ont cessé de se demander pourquoi. Ils ont simplement accepté ce qui était 9h35, le 20 août 1944. Dimitri était dans le camp depuis plus de 7 mois maintenant. Il avait pris près de 10 kilos. Sa santé était meilleure qu'elle ne l'avait jamais été pendant la guerre. Il travaillait dans une ferme voisine, aidant à la récolte. Les fermiers allemands traitaient les prisonniers de guerre avec une politesse prudente. Ils leur donnaient de l'eau pendant le travail. Parfois, ils partageaient leur déjeuner. Une vieille fermière donna une fois à Dimitri un morceau de pain frais avec du saindoux. C'était la meilleure chose qu'il ait jamais mangée. Quand il rentrait au camp le soir, il y avait de la soupe de lentilles avec du lard et du pain noir au dîner. Simple, mais nourrissant. Chaud et rassasiant. Dimitri mangeait lentement. Il pensait à la vieille fermière, à ses yeux gentils, au pain qu'elle lui avait donné. Et il réalisa qu'il commençait à voir les Allemands comme des humains, pas comme un ennemi sans visage, mais comme des individus, bons, mauvais.
Cruel, gentil, tout comme les Russes, cette réalisation était à la fois simple et profonde. La guerre ne fonctionnait que si l'ennemi était déshumanisé. Mais ici, dans la vie quotidienne du camp, la déshumanisation était impossible. Les gardes allemands avaient des noms, des histoires, des familles. C'étaient des humains. Et cette humanité se manifestait dans chaque assiette de nourriture. 14h50, le 10 septembre 1944. Une fraîche journée d'automne. Les feuilles commençaient à changer de couleur. Dimitri travaillait dans la forêt, abattant des arbres pour le bois de chauffage. Pendant la pause déjeuner, il y avait de la soupe de pois chaude, apportée directement par le chariot de cuisine du camp, fumante, épaisse, pleine de morceaux de lard, avec du pain noir frais. Dimitri mangeait à côté d'un jeune garde allemand, qui avait à peine 18 ans. Le jeune homme avait l'air fatigué, brisé. Dimitri lui offrit un morceau de son pain. Le jeune Allemand hésita, puis l'accepta avec gratitude. « Dank » murmura-t-il en allemand. Ils mangèrent en silence. Deux jeunes hommes, de différents côtés d'une guerre qu'aucun d'eux ne voulait, partagèrent un moment de paix. Ce sont ces moments que Dimitri retiendrait le plus tard. Pas les grands événements, mais ces petits moments d'humanité. 12 ans, le 25 décembre 1944, Noël. Dimitri avait maintenant passé une année entière en captivité, une année qui avait changé sa vie. Ce jour de Noël, il y avait un festin spécial. Les cuisiniers allemands du camp avaient fait des merveilles, malgré la pénurie croissante dans le Reich. Il y avait du porc rôti avec du chou rouge et des boulettes de pommes de terre, avec une tarte aux pommes à la cannelle. Et pour chaque prisonnier, un petit verre de vraie bière allemande. Les prisonniers soviétiques ne fêtaient pas Noël au sens religieux, mais ils fêtaient ce jour comme une célébration de la communauté, de la survie. Dimitri était assis avec Pavel, Alexis, Ivan et une douzaine d'autres. Ils mangèrent, ils burent, ils rirent, et pour la première fois depuis le début de la guerre, Dimitri ressentit quelque chose qui ressemblait à de la joie. Pavel leva son verre. « À la survie, dit-il, à nous. » À l'espoir que cette foutue guerre se termine bientôt, tous trinquèrent. À la survie. Mais sous la joie se cachait un sombre pressentiment, car ils savaient tous que la fin de la guerre ne signifierait pas la fin de leurs épreuves. 8h15, le 15 janvier 1945. Exactement un an après que Dimitri eut mangé sa première saucisse grillée avec de la choucroute dans le camp. La situation avait changé. L'armée rouge avançait depuis l'Est, les Alliés depuis l'Ouest. L'Allemagne était au bord de l'effondrement. Les rations dans le camp étaient devenues plus maigres, plus 3 saucisses grillées, mais une seule, plus de choucroute épaisse, mais une soupe aux choux clairsemée. Mais il y avait toujours 3 repas par jour, toujours du pain noir, toujours assez pour survivre. Le soldat Dimitri Petrov savait qu'à l'extérieur, dans le Reich, des civils allemands mouraient de faim, que les soldats au front vivaient d'épluchures de pommes de terre, et pourtant, les prisonniers recevaient toujours leurs rations. Le lieutenant-colonel von Kleist s'en tenait à ses principes, jusqu'au bout. Ce matin-là, pendant l'appel, von Kleist s'adressa aux prisonniers, le traducteur traduisit « La guerre approche de sa fin. Bientôt, vous serez libérés. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour respecter la Convention de Genève. J'espère que vous en témoignerez le moment venu. » C'était une requête, presque une supplication, et de nombreux prisonniers soviétiques hochèrent la tête. Ils témoigneraient, s'ils le pouvaient, si on les écoutait. Mais la plupart savaient que personne n'écouterait. 05h30, 23 avril 1945. Il faisait encore noir lorsque Dimitri fut réveillé par le bruit de moteurs lourds. Il courut à la fenêtre. Au loin, il vit des chars soviétiques. L'armée rouge était arrivée. Le camp fut évacué. Les gardes allemands disparurent, et Dimitri et ses camarades furent libres. Mais lorsque les soldats soviétiques entrèrent dans le camp, leur première question ne fut pas « Comment allez-vous » c'était
Pourquoi n'avez-vous pas essayé de vous enfuir? Pourquoi avez-vous collaboré avec l'ennemi? Le cœur de Dimitri se serra, car il comprit, aux yeux de sa propre armée, il était un traître, pas un survivant, un traître. Les semaines suivantes furent un cauchemar, interrogatoires, accusations, menaces. De nombreux anciens prisonniers de guerre furent envoyés directement au goulag. D'autres furent affectés à des bataillons disciplinaires, où ils furent envoyés dans les secteurs les plus dangereux du front. Dimitri eut de la chance. Il fut condamné à 10 ans de camp de travail, mais fut libéré avant terme, après la mort de Staline, en 1953. Il vécut le reste de sa vie au Kazakhstan. Il ne parla jamais de son séjour en captivité allemande. Trop dangereux, trop compliqué. Mais dans les années 1990, après la chute de l'Union soviétique, il accorda une longue interview pour un projet d'historien russe. Et il y raconta son histoire. L'histoire de la saucisse grillée avec de la choucroute, des 3 repas par jour, de l'humanité qu'il avait rencontrée chez ses ennemis. À la fin de l'interview, il dit « Je hais la guerre, je hais ce qu'elle fait des gens. Mais je suis reconnaissant envers les officiers et les cuisiniers allemands qui ont choisi d'être décents. Ils auraient pu nous laisser mourir de faim. Personne ne les en aurait blâmés, mais ils ne l'ont pas fait. Et cela m'a appris que même dans la pire des guerres, l'humanité peut survivre. Si les gens le décident. » Dimitri Petrov est décédé en 2003, à l'âge de 82 ans. Son histoire et les histoires de milliers d'autres prisonniers de guerre soviétiques témoignent de la complexité de la guerre, du fait que même dans un conflit marqué par l'idéologie et la haine, des moments d'humanité ont existé. Ce n'est pas une histoire qui glorifie la Wehrmacht allemande. Les atrocités commises sur le front de l'Est sont bien documentées et impardonnables. Mais c'est une histoire qui montre que même dans ce contexte, des individus ont choisi de respecter les règles, de faire preuve de décence, de préserver l'humanité, et que ces décisions, aussi petites qu'elles puissent paraître dans le tableau d'ensemble de la guerre, ont fait, pour les personnes qui les ont vécues, la différence entre la vie et la mort, entre le désespoir et l'espoir, entre la haine et la compréhension. La saucisse grillée avec de la choucroute était plus qu'un simple repas. C'était un symbole, un signe que même les ennemis peuvent choisir d'être humains. Et c'est une leçon qui est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'en 1944.